Alors pour la suite de cet entraînement à l'utilisation des bases d'Excel et notamment le ruban accueil avec ses boutons, on va repartir de ce tableau et nous allons pouvoir ici voir qu'on retrouve des options qu'on retrouverait un peu dans Word, ça pourrait ressembler, hein. On retrouve de quoi changer la police de caractère. Alors je vais la modifier un peu. On va prendre un classique qui peut-être, bon, qui sera peut-être moins joli, mais enfin, disons que un peu courant, mais pour montrer qu'on peut rapidement changer une police. Voilà, j'ai tout mis en Arial là tout de suite. Je pourrais aussi déclarer que cette partie-là, les en-têtes de colonne sont en Arial et mettre ensuite les nombres en Verdana sur une taille de police différente. Je vais laisser en 11 pour les nombres et puis je vais passer peut-être en 12 les en-têtes de mois là. Ici, pour les jours, bah, je pourrais utiliser cette liste déroulante ou bien utiliser les boutons ici pour agrandir d'un cran ou baisser d'un cran la taille des polices. Je retrouve aussi de quoi mettre en gras ou en italique. Ici, là, je pourrais souligner. Bon, le soulignement, c'est un peu devenu une norme qui semble, comment dire, qui a tendance à vouloir indiquer qu'on a des liens. Donc, c'est peut-être à réserver à des cas un peu spécifiques, mais en tout cas, on peut le faire. On peut même faire un double souligné. Le double souligné, il n'y a pas de, de correspondance sur le web, donc c'est peut-être moins ambigu. Ok, donc là on a quelque chose qui commence à s'éloigner. Je ne veux pas dire que c'est forcément très joli, mais en tout cas on s'éloigne de l'apparence initiale. On peut aller voir ici le bouton qui permet de changer les bordures. Alors on pourrait faire plein de choses avec. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui iront dans le détail là-dedans, mais là je vais faire du basique, prendre cette partie-là et lui mettre ce qui s'appelle toutes les bordures. Ça va mettre des bordures fines autour de l'ensemble des cellules que j'ai sélectionnées. Je vais faire pareil sur celle-ci. Et bah, c'est pas mal déjà. Éventuellement, si je veux agrémenter un peu différemment les bordures, je peux rajouter des bordures extérieures épaisses par-dessus ces en-têtes de colonnes. Ça va me rajouter des bordures plus épaisses juste au-dessus et ça a laissé les bordures fines qui étaient au milieu. Les bordures qu'on demande, qu'on met en place sur un tableau, vont écraser les précédentes bordures. Donc si on veut faire quelque chose avec des bordures fines au fond et des bordures plus épaisses seulement sur le contour, vaut mieux faire dans l'ordre que j'ai fait, ce sera plus efficace. Alors je peux aussi changer la couleur de fond avec le pot de peinture qui est là. Je vais mettre un vert clair ici et un bleu de ce côté-là. Je pourrais changer la couleur du texte, on va y aller mollo là-dessus, mais bon, pourquoi pas un bleu foncé par exemple de ce côté-ci. Et ensuite on arrive à droite aux alignements. On a des alignements verticaux, horizontaux. Alors, quand on est sur de l'Excel, par rapport à du Word, justement, dans Word et compagnie, dans les traitements de texte, on a fréquemment un alignement à gérer de manière horizontale. Donc, on peut avoir aligné à gauche, centré, aligné à droite. La justification, on peut la mettre en place dans Excel, mais c'est pas proposé par défaut parce que c'est pas très pertinent ici. Mais mettons que je centre de manière horizontale, très bien. Mais j'ai pas géré mon alignement vertical qui est dans Excel a particulièrement une importance puisque je peux avoir des cellules dont je fais varier la hauteur comme ceci. Donc là, je pourrais, juste au-dessus, aligner au centre ou aligner en haut. Je vais faire un alignement au centre dans les deux directions. Ici, je vais laisser comme c'est, ça me paraît bien pour les jours. Là, je vais réduire un peu la hauteur mais en laissant une hauteur plus élevée que l'origine. On est pas mal. Alors, on a de la place ici, mais si on avait moins de place que ça, on pourrait aussi utiliser ce bouton qui est à côté des alignements qui permet de changer l'orientation du texte. Ça permet, alors c'est pas forcément très joli comme ça, on va agrandir un peu. Là, ça passe pas très bien avec le double souligné non plus, je vais l'enlever. Voilà, on peut changer avec ce bouton AB là, on peut changer l'orientation du texte pour obtenir des choses à 45 degrés dans un sens ou dans un autre. Ou alors, attention, il faut bien sélectionner la zone où on veut mettre ça en place. Ou bien faire carrément du vertical. Il y a plusieurs verticalités possibles, avec les lettres qui nous font quand même face
toujours droite, ou alors les lettres qui sont elles-mêmes dans la rotation. Et avec le format de cellule qui est en bas, on peut choisir plus précisément ce qu'on veut faire. Bon, ça, c'est à utiliser avec parcimonie. Peut-être ça peut rendre nos colonnes un peu difficiles à interpréter, à lire. Mais à la limite, je dirais que la rotation à 45 degrés, ça peut parfois rester lisible. Et puis ça permet du coup de faire des colonnes qui vont être plus étroites. Donc parfois, si on a besoin de beaucoup de colonnes et qu'on manque de place, ça peut être une solution. Là, je vais revenir sur le classique. Pour revenir sur le classique, je vais resélectionner dans AB le menu, enfin le choix que j'avais pris. Et si je reclique dessus, ça va l'annuler. Et juste en dessous, je vois qu'il y a des boutons pour diminuer ou augmenter le retrait. C'est assez anecdotique, je le montre assez rapidement, mais c'est juste pour faire des décalages. Voilà, sur la droite ou sur la gauche de notre texte. Voilà pour l'essentiel de nos outils de mise en forme, pour lequel on peut aller plus dans le détail. Je vais pas forcément montrer tout là, mais je pourrais revenir ici. Je vais le faire peut-être sur cette cellule-là. Je pourrais lui attribuer des bordures spécifiques. À ce moment-là, je pourrais venir aller dans bordure, tout en bas dans autre bordure. Et je peux mettre des bordures qui auraient même des couleurs différentes si je le veux. Ici, je peux choisir des couleurs et des formes de bordure pour les attribuer. Donc là, j'ai sélectionné cette cellule-là. On voit, elle est reprise ici, on voit qu'elle a une bordure déjà sur la droite qui est épaisse, une bordure en bas qui est fine, ça correspond à ce que j'ai mis en place tout à l'heure. Je pourrais mettre un pointillé d'une couleur plus claire, là, un peu plus foncé quand même, sinon on verra rien. Je peux mettre un pointillé vert là-haut, changer encore de couleur et prendre quelque chose qui fait un peu code morse là sur la gauche. Et depuis cet écran, ce qu'on peut vraiment pas faire depuis l'autre, je peux aussi mettre en place des diagonales éventuellement. Je vais aller sur du gris foncé et mettre en place une diagonale que je peux cliquer directement sur la zone qui est représentée là, ou je peux utiliser si on trouve ça plus pratique, on peut utiliser les boutons qui sont autour ici. Voilà pour ma cellule un peu bizarre, elle est terminée. Et là, on en a bien fini avec les formats de base, puisque tout ce qui renvoie à la ligne, on va considérer que c'est un peu différent. Ça tient encore du formatage, mais je vais déjà montrer maintenant un outil ici qui s'appelle la reproduction de mise en forme. Donc, ce pinceau qu'on trouve à gauche, quand on laisse la souris dessus, Excel nous dit que ça permet de reproduire la mise en forme. Alors, comment on se sert de ça? Si j'ai ici une mise en forme spécifique que je veux reproduire ailleurs sans avoir à tout resélectionner action par action, je peux sélectionner la zone que je veux prendre pour modèle et appuyer sur ce pinceau-là. On voit qu'il y a un encadrement qui change autour de ma zone sélectionnée. Et à partir de là, je peux peindre une autre zone qui va prendre le même style. Et je récupère ensuite mon curseur normal. Si je resélectionne ma zone et que je rappuie sur mon bouton de reproduction de mise en forme, tout à l'heure, j'ai maintenu le bouton de la ligne 1 à la ligne 7 ou 8 pour reproduire sur une partie précise de mon tableau cette mise en forme. Si je veux appliquer ça sur la même hauteur que ce que j'ai en modèle, donc là sur l'ensemble de ma colonne, je peux simplement, au lieu de maintenir le bouton, juste appuyer sur un début de colonne qui a la même hauteur, et ça va reproduire de haut en bas la même chose. Pour annuler, quand j'annule des actions, juste, je ne l'ai pas mentionné parce que ce n'est pas spécifique à Excel, on retrouve ça dans plein de logiciels. Je fais la combinaison de touches CTRL-Z qui existe aussi sous Mac. Alors, sous Mac, c'est peut-être pas CTRL, c'est peut-être commande, mais en tout cas, l'annulation, c'est ce qu'on retrouve aussi ici, soit là, soit un peu au-dessus dans Excel. Donc là, la flèche qui va vers l'arrière ou vers la droite, ça permet d'annuler des actions ou de les rétablir si on a trop annulé. Voilà, voilà. Très bien. Donc, notre reproduction de mise en forme, on l'a vu, permet de gagner du temps sur ce genre de mise en place. Mais alors, pour l'instant, j'ai fait
des versions où je peignais une fois, puis ça me rendait le curseur classique. Et il fallait que je reclique dessus si je voulais faire plusieurs mises en forme identiques. On peut faire différemment. Je peux ici faire un double clic. Et là, je vais rester verrouillé sur une reproduction de mise en forme par rapport à mon modèle initial. Et à chaque fois que je fais une reproduction de mise en forme, je garde mon curseur qui permet de faire ce coup de pinceau. Là, dans ce mode-là, pour quitter, pour revenir en mode normal, il faudra que j'appuie sur la touche Échappe ou Escape qui se trouve en haut à gauche de mon clavier. Et là, je reviens en mode normal où je ne suis plus en train de peindre. Ça peut permettre de gagner beaucoup de temps si on a un grand tableau sur lequel on veut appliquer des mises en forme un peu spéciales. C'est notamment utile, je dirais, pour la mise en forme conditionnelle qu'on verra un peu plus tard. Là, je vais faire l'annulation plusieurs fois. Ça peut être l'occasion, vu que j'ai parlé du CTRL Z et de l'annulation, de parler un petit peu du copier-coller rapidement. Ici, je sélectionne plusieurs cellules. Je peux copier tout ça, c'est-à-dire le mettre en mémoire dans ce qu'on appelle le presse-papier, pour le recoller ailleurs, en faire une copie vraiment. C'est-à-dire que là, si je fais CTRL-C pour copier, et qu'ici je fais CTRL-V pour coller, je récupère la même chose à côté. Je pourrais faire tout ça à la souris. Je sélectionne cette zone, clic droit, copier. Ici, clic droit. Alors, coller, comme il y a différents types de collages, je ne vais pas m'y attarder maintenant, mais il y a des collages spéciaux dans les outils Microsoft. Donc, le collage apparaît ici. Je prends la première version, l'icône vraiment du clipboard simple, avec une feuille. Il y a marqué coller. Ça, c'est le collage classique. Donc, le copier-coller me permet de faire une copie de certaines données. Si j'avais fait couper à la place, couper, ou au clavier CTRL et la touche X, au moment de coller, ça fait disparaître la section d'origine. Voilà pour tout ça. Et on peut vite mentionner que pour ce qui est du... Alors je vais faire ça ou je vais faire une nouvelle colonne. Vous voyez que quand je rajoute du texte à côté d'un style prédéfini, Excel essaie de nous simplifier la vie. Il suppose qu'on veut, comme on rajoute une colonne, il suppose qu'on veut garder le même style, il me l'a rajouté automatiquement. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait une colonne au titre trop long, parce que je veux montrer l'utilisation de ce bouton ici qui s'appelle renvoyer à la ligne automatiquement. Et son nom est assez clair. Si j'appuie dessus, ma cellule s'adapte automatiquement. En fait, le texte qui est contenu plutôt dans la cellule s'adapte à la largeur de la colonne. Ça ne fait pas de miracle, si j'ai vraiment une colonne rikiki, ça va quand même dépasser. Mais en tout cas, on peut quand même largement faciliter le bon affichage, surtout si on prend la peine, bien sûr, de faire une ligne qui contient assez de place, assez d'espace vertical pour ajuster, quoi. Alors, je vais utiliser ce que j'ai montré tout à l'heure, le clic droit pour faire une insertion, clic droit insérer, ici. Voilà, je ménage un peu d'espace au-dessus, il me restait quand même deux lignes. Pour montrer comment on peut utiliser le bouton qui est ici, fusionner et centrer. Alors je pourrais le faire n'importe où, je pourrais décider, ça va fusionner plusieurs cellules en une seule. Je pourrais prendre tout ça. Excel me prévient que ça va conserver seulement les données de la valeur supérieure gauche, ici le 20. Donc je me retrouve avec plein de données qui sont perdues, faut faire attention à ça. Et là j'ai une cellule en plein milieu, quand je me déplace à la flèche là, c'est vraiment une cellule. Si je colorie le fond de cette cellule, voilà, je peux changer son alignement. J'ai fusionné plein de cellules en une seule. Et si je décoche ce fusionné et centré, ça s'annule, mais je ne récupère pas forcément mes données. Là, je vais pouvoir les récupérer. Là, la couleur ne l'indique pas trop, mais si je fais des bordures, on va voir que j'ai bien récupéré mes différentes cellules d'origine. Sauf que je vais faire une annulation pour récupérer aussi leur valeur. Voilà. Et montrer plutôt à quoi peut servir de manière plus concrète la fusion des cellules, qui sera plus un outil
je dirais, d'esthétique. Enfin, moi, je déconseille quand même de l'utiliser dans des entêtes de colonnes ou des entêtes de lignes. Ça peut perturber Excel pour certaines opérations du type tri, filtre, des choses qu'on verra plus tard, mais voilà, ça peut être assez délicat. Par contre, si c'est pour un titre du document, bon, bah, pourquoi pas. Si pour des raisons X ou Y, on trouve que c'est plus pratique de mettre en place la mise en page avec une cellule fusionnée, pourquoi pas. On a plusieurs options de fusion, mais enfin, celle par défaut qui fusionne et qui centre est suffisamment utile et pertinente en général. On pourrait faire des fusions ligne par ligne sur plusieurs lignes d'un coup, mais avec ce bouton-là, mais je vais pas trop m'y attarder, je vais pas... Là, j'essaie de rester dans ces vidéos sur ce qui vous permet de connaître 80% de ce qu'on a à savoir dans Excel pour être efficace, quoi. On essaie d'aller à l'essentiel. Donc, je ne vais pas montrer tous les petits recoins, mais Excel est très très riche, hein, il permet des tas de choses. Ça, c'est des détails qu'on découvre petit à petit, mais là, on va rester sur le basique. Et on va conclure cette partie avant d'attaquer les mises en forme conditionnelles, les tri et les filtres. On va finir la partie un peu formatage avec ce qu'on trouve ici. La sous-section s'appelle nombre, c'est pas forcément très parlant, mais euh, on retrouve le format de cellule là où il y a écrit standard. Alors, suivant les versions d'Excel, à la place de standard, on peut avoir d'autres dénominations. Mais l'idée, c'est un peu ça. Par défaut, quand on tape des valeurs dans une cellule Excel, on est dans ce format standard pour lequel Excel essaie de deviner ce qu'on a mis dedans. Là, si je réécris test en plein milieu, on voit que l'alignement n'est pas le même. On est bien sur une formule, sur une cellule standard toujours, mais on voit que tout ce que j'ai tapé au format nombre, il l'a aligné à droite. Et c'est vrai que pour les nombres, l'alignement à droite est plutôt pratique pour bien repérer les unités, dizaines, centaines, etc. Mais pour le texte, quand on est en tout cas sur une langue qui se lit de gauche à droite, bah, Excel va plutôt aligner le texte à gauche parce que c'est plus pratique pour ce type d'information. Maintenant, on peut forcer Excel à considérer que certaines de nos données ont tel ou tel type. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Ça ne sera pas forcément utile dans cette vidéo qui est assez généraliste. Mais on va voir l'essentiel. Je pourrais avoir besoin d'indiquer parfois qu'une partie est au format monétaire, par exemple. Alors attention, c'est pas très grave, mais il y a un bouton ici avec des billets, des billets et des pièces qui est pas mal, hein, je vais appuyer dessus. Alors, rappelez-vous, hein, quand on a ces croisillons, ces dièses là, s'il y en a un seul suivi d'un mot-clé, c'est qu'il y a une erreur, effectivement. Mais s'il y en a plusieurs, c'est juste qu'on manque de place. Je vais faire un double-clic entre G et H et je récupère mes nombres. Donc là, j'ai mis un format comptabilité. Quand j'appuie ici, ça met un format comptabilité, qui est pas mal, mais il faut savoir qu'il a des petites spécificités. Le signe moins se place à gauche de la cellule et le nombre 0 est remplacé par un tiret. C'est pas très différent du format monétaire qu'on va voir ensuite, qui est peut-être le plus couramment employé. Donc alors il faut passer par contre ici par cette liste déroulante pour l'obtenir. Voilà, le format monétaire, lui, il va mettre le signe moins tout près de nos valeurs et il va garder le 0 sous sa forme de chiffre. Pour ce qui est des nombres après la virgule, quel que soit le type où on se trouve, hein, qu'on soit en monétaire, comptabilité ou même nombre, qui est une autre façon de préciser à Excel qu'il n'a pas à deviner ce qu'on met. On peut lui préciser que c'est des nombres et qu'il n'hésite pas là-dessus. Dans tous les cas, on a des chiffres après la virgule qui en général sont au nombre de 2 quand Excel les met en place. Mais on peut les réduire avec ce bouton ici, réduire les décimales, ou au contraire, on peut en rajouter pour augmenter. Alors je vais mettre un petit exemple ici d'ailleurs. Si j'écris 150,454658, j'appuie sur Entrée. Comme je suis sur un format limité à 2 chiffres après la virgule, Excel
bah, il me fait un arrondi, en fait. Si je réduis une décimale, là, donc je suis à 150,45. Si je réduis à une décimale de moins, il me met 150,5. Attention, donc on va bien se rappeler qu'il fait pas, il tronque pas, il arrondit. Après, on peut gérer nous-mêmes. Il y a des fonctions qu'on verra plus tard qui permettent de gérer nous-mêmes exactement. Si on veut garder 150,4, on peut le faire. Mais en tout cas, là, par défaut, il va faire un arrondi. C'est bon à savoir. Voilà pour les nombres, le format monétaire et comptabilité. On pourrait, hein, là, je passe rapidement sur des bases, mais on pourrait faire des formats un peu différents. Ici, on a autre format numérique en bas. Souvent, Excel propose les versions les plus courantes de ce qu'on cherche dans des boutons faciles d'accès. Et puis, si on va chercher un peu plus loin, il y a une possibilité d'aller trifouiller dans ces options et faire des choses plus complexes, ou en tout cas différentes. Ici, par exemple, je pourrais changer le symbole euro pour mettre un autre symbole monétaire, ou décider que tout ce qui est négatif va plutôt s'afficher en rouge à la place du signe moins, ou alors garder le signe moins, mais aussi s'afficher en rouge. Et là, par exemple, j'ai tout ce qui est négatif. Là, j'ai laissé le signe moins, mais j'ai aussi affiché en rouge. Bon, voilà, là, je vais pas. Des formats personnalisés, il y en a beaucoup, et puis on peut créer les nôtres, donc je vais pas trop m'y attarder, mais il faut savoir que ça existe et savoir qu'on peut affiner nos formats si on a envie. Dans les formats importants, ici, on va dire que finalement, c'est une date. Alors, si je mets alors une date, hein, là, comme on est sur un Excel en français, je mets au format dont on a l'habitude chez nous. Je pourrais faire un peu comme on a fait tout à l'heure avec les nombres, hein. Je pourrais prendre deux dates et faire ensuite une recopie en partant en bas à droite, là. Et en fait, pour Excel, une date plus un, c'est la date du lendemain. Bon, il y aura d'autres vidéos pour revenir un peu là-dessus, mais en tout cas, là, si je prends le 1er janvier 2023 et le 30 janvier 2023, il comprend que je veux faire un intervalle de X jours, 29 jours. Et en fait, il va faire à chaque fois plus 29 jours, ce qui fait au bout de mon tableau, là, j'arrive au 13 janvier 2024. Et là, on est sur un format de date qu'il a détecté lui-même. Quand j'ai tapé ma date, il a mis format date. Là, le format 01/01/2023, c'est ce qu'il appelle la date courte, mais je peux aussi mettre la date longue qui va afficher. Et on voit d'ailleurs qu'à chaque fois, il y a un petit aperçu, hein. Même dans la partie où on sélectionne le format, il met un petit aperçu de ce que ça va donner. Donc, si je mets date longue, ça va écrire dimanche 1 janvier 2023. Là, pareil, j'ai pas assez de place, j'ai grandi. Et on retrouve assez d'espace pour écrire nos dates en entier. Faut pas s'étonner si, quand on travaille sur des dates et que on les passe en nombre, ça donne des nombres un peu bizarres, mais c'est pas. Enfin, il y a des explications techniques à ça, mais c'est pas important. Quand on travaille sur des dates, si jamais on a des résultats bizarres, faut pas oublier que peut-être que le format a été perdu, qu'il faut revenir se mettre en format date courte ou date longue. Le pourcentage, j'y reviendrai dans d'autres parties. Ceux que je cite même pas sont pas forcément intéressants pour l'utilisation courante d'Excel, hein, comme les fractions ou le format scientifique. L'heure aussi, ça peut servir, mais c'est un peu spécifique. Le pourcentage, par contre, tout ce qui est pourcentage a une vraie utilité, mais j'y reviendrai plus longuement plus tard. Pour l'instant, tout ce que je peux dire là-dessus très rapidement, c'est que Excel s'attend à ce que j'utilise. Je vais mettre en standard là. Voilà. Si je veux transformer un nombre en pourcentage, Excel s'attend à ce que je parte d'un nombre situé entre 0 et 1. Pour lui, 1 c'est 100%, 0,5 c'est 50%. Je pars du nombre, voilà. Si je transforme ça en pourcentage, je peux le faire à partir d'ici ou avec le bouton de raccourci qui est là. Il va transformer 0,5 en 50% et 1 en 100%. Donc il ne faut pas s'étonner si on écrit 80 et qu'on transforme ça en pourcent, il nous donne 8000% parce qu'il attend quelque chose entre 0 et 1 à la base. Bon, sur les pourcentages, il y a vraiment de quoi faire au niveau exercice et il y aura de quoi s'entraîner, mais là, je ne vais pas trop m'y attarder. Ok, bah après, il reste le format texte qui est assez basique, hein. C'est-à-dire que là, j'ai mis cette cellule en format texte, ce qui fait que je reste aligné à gauche, même si je mets des nombres.
Alors là, j'ai fait que la première cellule. Si je fais toute la colonne, voilà, je vais faire comme ça. Je fais toute la colonne au format texte. On peut remarquer que dans ces cas-là, Excel nous met un petit avertissement. Il nous met un triangle vert en haut à gauche avec un petit panneau. Le panneau dit le nombre dans cette cellule est au format texte ou précédé d'une apostrophe. En fait, bon, le message peut un peu varier sur les versions d'Excel, suivant les versions d'Excel, mais c'est toujours la même idée. Ce qui se passe, c'est que, comment dire, Excel, encore une fois, essaie de deviner ce qui est bon pour nous. Et il est un peu étonné de voir parfois, enfin, si on met au format texte des nombres, il a peur qu'on se trompe, qu'on soit en train de se planter. Donc, il nous affiche ce genre d'avertissement, mais qu'on peut ignorer. On peut cliquer dessus, là, sur la petite flèche, et dire, on peut soit convertir en nombre si effectivement on s'est trompé et qu'il avait raison, soit faire ignorer l'erreur et il va nous laisser les nombres au format texte. Bon, écrire des nombres au format texte, ça a rarement de l'intérêt, sauf si on veut écrire des codes du type 001, 002. Parce que ça, si je suis dans un format classique ici, là je suis en format standard, à côté, là si j'écris 001, donc là il est parti sur un... Il a compris que j'étais sur un tableau plutôt monétaire, donc il met souvent du monétaire par défaut, mais donc là le 001 il a mis en 1 euro, le 002 en 2 euros. Mais même si je repasse en nombre, que je veux pas du monétaire, que j'enlève les virgules, ici si j'écris 001, il va quand même enlever le 1 initial et garder juste le 1, le 2, etc. Il enlève les zéros initiaux pour garder que les nombres qui ont de la valeur mathématique. Donc si on veut faire des nombres qui commencent par des zéros, le texte est la seule solution. Mais bon, ça c'est un petit à côté, c'est presque une curiosité, mais on n'en a pas si souvent besoin. Voilà pour l'essentiel des formats de cellules qui peuvent être utiles. Là, je vois qu'il y a des... Je sais pas à quel moment j'ai changé ça, mais... Ah oui, en fait, en ayant des en-têtes et des contenus de cellules qui n'avaient pas forcément la même police, je ne sais pas à quel moment je l'ai laissé varier, mais j'ai pas la même police partout. Donc, je vais remettre ça d'équerre. Donc, même si on voit... Si je sélectionne toute une zone, hein, il y a une police et une taille de police qui apparaît, mais qui peuvent être pas forcément appliquées en vérité sur l'ensemble. Là, il y a marqué... J'ai tout sélectionné ici, il y a marqué 11. Mais en vrai, j'ai quand même des différences de taille. Donc, je vais revalider. Normalement, il devrait finir par accepter. Hop, Verdana. Calibri, Verdana. Alors, il m'a regardé Calibri ici, en fait. C'est ça le problème. Hop. Voilà. Bon, ça là, j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Alors, les polices n'ont pas forcément toutes la même taille, donc ça peut être... la taille 11 ou 12 n'a pas forcément la même dimension suivant la police qu'on utilise. Attention ici, voilà, j'ai double-cliqué pour avoir la largeur parfaite pour tout le monde, et c'est OK. Donc on a un tableau, je vais supprimer aussi cette colonne, clic droit, supprimer. On a un tableau qui tire parti donc de toute la partie formatage de l'onglet accueil. On a utilisé un peu tout ça, la partie gras, coloriage, les alignements. J'ai montré les orientations un peu différentes, mais je ne les ai pas forcément laissées, elles étaient plus très pertinentes ici. Le renvoi à la ligne automatique, les fusions, les formats de cellules et tout ce qui va avec juste en dessous. Donc ça sera un peu plus tard, on va pouvoir voir comment gérer la mise en forme conditionnelle qui peut être intéressante, ainsi que les tris et les filtres. Mais voilà en tout cas pour le formatage.